Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34. Bonjour à toutes et à tous. Les Français veulent savoir. Parlons vrai avec Sandrine Rousseau, qui est députée écologiste de Paris. Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 390 000 fermes en France, 496 000 agriculteurs, revenus, multiplication des normes, accès à l'eau, la colère agricole monte. Est-ce que vous soutenez les blocages actuels en cours des agriculteurs ? En tous les cas, je soutiens les agriculteurs qui sont surendettés et qui n'ont pas les moyens de vivre. Aujourd'hui, il y a un agriculteur sur 5 à peu près qui est en dessous du seuil de pauvreté. Il y a des conjoints et conjointes d'agriculteurs qui n'ont pas non plus de revenus. Et en fait, on est dans une situation de crise et le réchauffement climatique amplifie cette crise. Donc, il va falloir un grand plan de transformation de l'agriculture et en soutien aux agriculteurs, mais pas en soutien aux industriels de l'agriculture qui tuent nos campagnes. Mais qui sont les industriels de l'agriculture ? Celles et ceux qui ont des exploitations si gigantesques qu'en fait on fait passer dessus des machines énormes avec des produits phytosanitaires, avec des pesticides qui tuent toute vie en fait. Et là, il va falloir l'entendre aussi ça. C'est-à-dire que en fait, on parle du monde agricole comme si c'était un seul monde, mais en fait, c'est pas un seul monde. Il y a des gens qui sont dans des situations très différentes, et il y a un sujet qui est sous les radars, mais qui empoisonne la vie de nombre d'agriculteurs. C'est la question du surendettement, en fait. Il y a des agriculteurs qui sont dans une situation financière pris à la gorge complètement. Pourquoi ? À côté de ça, il y a des Lactalis qui achètent leur lait et qui ont fait de toute façon, les industriels plus de 20 milliards de l'agroalimentaire. profits. Mais Sandrine Rousseau, je vous repose la question. Est-ce que vous soutenez cette colère ? Est-ce que vous soutenez les blocages ? Je comprends la colère. Après, encore une fois, moi, je suis pas pour qu'on continue le modèle agricole tel qu'il est actuellement. Donc, oui, mais voilà, je voudrais discuter avec les agriculteurs, en fait. Oui. Il faut qu'on arrive à le faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à entrer en discussion. Et en discussion intelligente, j'ai envie de dire, vraiment de comment on fait, quoi. Parce qu'en fait, personne n'a la solution aujourd'hui. Et ça, peut-être qu'il faut le poser aussi, parce qu'aujourd'hui, personne n'a la solution. Personne n'a la solution. En effet, le monde agricole va être en crise, oui. Et il va falloir trouver des solutions, mais on peut pas continuer comme avant. Sandrine Rousseau, personne n'a la solution, mais la colère agricole que vous entendez sur les revenus, vous en avez parlé, sur la multiplication des normes environnementales, les agriculteurs, beaucoup d'agriculteurs, pas tous, mais beaucoup, n'en peuvent plus. Trop de normes, faut-il alléger les normes environnementales imposées aux agriculteurs ? D'après vous, que vais-je répondre ? Vous allez me répondre non. Je vais évidemment répondre non. Le sujet, c'est l'un des sujets. Mais non, c'est pas le sujet, c'est le réchauffement climatique, c'est pas les normes en fait. Le sujet, c'est comment on fait pour faire en sorte que les agriculteurs puissent encore exercer leur métier. Comment fait-on pour que ça n'assèche pas totalement les ressources en eau ? Comment fait-on pour que on ne détruise pas ce qui est le bien le plus précieux pour un agriculteur, qui est le cycle de l'eau ? Comment fait-on pour remettre des haies ? Comment fait-on pour faire en sorte que les sols soient vivants, parce qu'on sait que c'est une des conditions de la vie et de l'avenir de l'agriculture. Pourquoi ne pas permettre l'utilisation de pesticides lorsqu'il n'y a pas d'alternative ? Parce que parfois, il n'y a pas d'alternative. Mais, moi, je vais vous dire, moi, j'aimerais qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique, j'aimerais qu'il n'y ait pas de 60% des oiseaux qui aient disparu, j'aimerais qu'on continue comme avant, j'aimerais croire à ce monde-là, en fait. Je serais la première à être heureuse de ça. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation. On n'y est pas. Donc, on peut être dans un déni permanent. Moi, il n'y a pas de problème. Je comprends, mais vous parliez de revenus des agriculteurs. Par exemple, ils étaient aidés d'une certaine manière, fiscalement, avec le GNR, qui était détaxé. Et puis on revient là-dessus, pour des raisons environnementales. Bon, ça grève leur budget. Oui, mais ça alourdit les coûts de production. Oui, mais c'est un exemple. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres. L'obligation, par exemple, de laisser 10% des terres sans culture. Mais pourquoi on fait ça ? Mais pourquoi on fait ça ? Mais je comprends le but, mais aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui, c'est que le producteur ne peut pas se permettre cela. Son revenu est tellement bas qu'il ne peut pas se permettre d'appliquer les normes environnementales, et avec la transposition de ces normes, et parfois
la surtransposition de ces normes en France, ces normes européennes. C'est pour ça qu'on prend le problème à l'envers et que la première question qu'on devrait se poser, c'est quelles sont les conditions de la dignité des agriculteurs ? Quelles sont les conditions de la vie digne et sereine d'agriculteurs qui sont absolument indispensables à notre vie. Enfin, on ne peut pas vivre sans alimentation. Donc, quelles sont les conditions minimales, le socle de conditions minimales qui fait qu'un agriculteur peut vivre sereinement de son activité. Et sur la base de ça, alors on décide d'où vient son revenu, en fait. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a lâché une partie du revenu pour le transférer à des intermédiaires de l'agroalimentaire, à des marchés financiers, à des spéculateurs. Et on perd l'essentiel qui est les conditions de vie de chaque agriculteur, de chaque petit agriculteur. Et en fait, ça, c'est pas l'environnement. Ça, c'est les marchés financiers, c'est la spéculation. Quand je vous dis que Lactalis fait 20 milliards de chiffre d'affaires, plus de 20 milliards de chiffre d'affaires, on se rend compte de ce que c'est. On se rend compte, les enseignes d'hypermarchés ont fait des profits records cette année. Sur le dos de qui ? En fait, on est dans un monde complètement à l'envers. Donc, c'est pas l'environnement, là, le sujet. C'est pas la protection de l'environnement, le sujet. Le sujet, c'est comment on réorganise le secteur agricole. Comme vous le disiez, des coûts de production, par exemple. Est-ce qu'il faut permettre, je ne sais pas moi, aux agriculteurs de produire plus, de produire mieux et avec moins d'impact sur l'environnement ? Est-ce possible ? Produire plus, produire mieux et avec moins d'impact sur l'environnement. C'est ce que demande Christiane Lambert, qui a été présidente de la FNSEA. Il faut produire différemment, produire avec moins d'impact sur l'environnement et avec plus de revenus. Mais produire différemment. Aujourd'hui, il y a 70% des terres agricoles mondiales qui servent à l'élevage. Et il y a une partie de cet élevage qui sont des fermes-usines. Il y a des poulets qui sont dans des conditions qui ont une feuille A4 pour vivre. Il y a 80% de l'élevage porcin en Bretagne qui fait des marées vertes. De moins en moins en France, qui est un pays exemplaire par rapport à d'autres pays d'Europe. Et je ne parle même pas des pays du reste du monde. Alors, je suis d'accord avec vous sur les pays du reste du monde, et c'est pour ça qu'il faut relocaliser notre élevage. Mais la Bretagne, par exemple, aujourd'hui, est sous le coup d'une surproduction de porc dans des conditions qui sont des conditions industrielles qui créent des marées vertes et qui mettent en danger l'écosystème. On importe 40% de nos fruits, 60% de nos légumes, 25% de notre viande bovine, un poulet sur deux. Comment fait-on si on ne produit pas plus ? Il faut bien nourrir la population française. Mais on la nourrit différemment. On ne peut pas... Alors, moi, je veux bien qu'on se dise, on continue tout comme avant et on fait tout comme avant. Encore une fois, moi, je serais la première à être satisfaite. Ça voudrait dire qu'on n'a pas de problème. On a un énorme problème. Donc, il va falloir produire différemment. Mais produire de manière plus... Mais produire de manière plus, mais quand 70% des terres agricoles mondiales sont consacrées à l'élevage, ça n'est pas possible. Quand 1 kilo de bœuf, ça utilise plus de 13 000 litres d'eau pour 1 kilo de bœuf. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer cela. Et il faut se le dire. Et ça va être compliqué. Oui, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'il faut trouver d'autres sources de revenus. Il faut rémunérer les agriculteurs pour la préservation de l'environnement. Il faut rémunérer les agriculteurs. Si vous leur demandez de produire moins, ils vendront moins. Je vous dis pas moi, je vous dis différemment. Oui, on ne peut pas avoir des élevages de poulets de 200 000, où il y a 200 000 poulets qui passent à l'intérieur de hangars de tôle. Non, ça n'est pas possible. Ça n'est plus possible aujourd'hui. Et en fait, c'est cela que je pense sentent les agriculteurs. Et comme il n'y a pas de réflexion au niveau gouvernemental sur comment on trouve une issue à cette crise, parce qu'il y a une crise, eh bien, évidemment, c'est la colère. Parce qu'en plus, je rappelle quand même qu'il y a des gens qui sont dans une telle situation financière qu'ils ne voient pas demain. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas comment demain ils vont s'en sortir. Mais quand on empêche un agriculteur d'irriguer, est-ce qu'on l'aide ? Franchement, je vous pose simplement la question. Lorsqu'on empêche un agriculteur d'irriguer, il en a besoin pour ses cultures, est-ce qu'on l'aide ? Et est-ce que l'avenir est à l'irrigation ? Non mais très bien. Dans l'immédiat, Sandrine Rousseau. L'immédiat, c'est si on fait l'on trouve des solutions dans l'avenir. Mais aujourd'hui, il faut bien que l'agriculteur produise. Si on fait du maïs dans le Marais Poitevin, par exemple, oui, on a besoin d'irrigation. La question, c'est est-ce qu'on a besoin de maïs dans le Marais Poitevin ? La réponse est non. Et que ça, il va falloir se le poser. Et oui, je sais, ce sont des questions qui ne sont pas agréables à poser. Mais le problème, ce ne sont pas les écologistes. C'est le fait que le monde est en train de se transformer.
transformer, que les conditions de vie sur Terre sont en train de se transformer. C'est pas rien, c'est pas petit. Et les agriculteurs sont les garants de la préservation de la biodiversité, de la qualité des sols, de nos campagnes, de la beauté aussi de nos campagnes. Et tout cela, par exemple, ça n'est pas... Ce sont les premiers écologistes. Est-ce que ce sont les premiers écologistes ? Ça dépend. Ça dépend. Quand ils font des méga bassines et qui taillent toutes les haies, non, et qui rasent toutes les haies, non, ça n'est pas les premiers écologistes de France. Quand par contre ils le font, alors quand ils ont une agriculture responsable et qu'ils préservent les paysages, alors ils oui, ont fait beaucoup d'efforts, les agriculteurs, en matière d'écologie. Beaucoup d'efforts. Même s'il y a parfois des problèmes dans certains Jean-Jacques Bourdin, lieux. vous pouvez pas dire que tous les... Non, c'est pas vrai. Il y a des agriculteurs qui surutilisent les pesticides. On n'arrive pas à diminuer les pesticides en France. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Pourquoi ? Quand on n'a pas d'alternative, Parce qu'en fait, on est dans un système qui dépend de cela. Le pesticide est un des piliers de l'agriculture en France. Cela n'est pas possible. Et je veux dire, tout le monde le sait. Et tout le monde en Europe et tout le monde dans le monde utilisera ces pesticides, mais nous non. Mais, enfin... Oui, très bien, et les oiseaux du monde entier mourront et on sera content parce qu'on n'aura pas été les premiers à faire les efforts. Enfin, c'est quoi le raisonnement là si on le pousse à fond ? On a besoin des oiseaux, on a besoin des vers de terre, on a besoin des haies, on a besoin des agriculteurs, on a besoin de manger. Alors comment on concilie tout ça ? Certainement pas en continuant à industrialiser l'agriculture. Comment faut-il, comme le demande le Rassemblement national, diminuer la contribution de la France à l'Union européenne ? Non, alors, le Rassemblement national... Je vous dis ça parce que la PAC, c'est 66 milliards d'euros. Et ça aide l'agriculture française. Si on diminue la contribution de la France, on diminue forcément les aides européennes à l'agriculture. La France est le premier bénéficiaire de la politique PAC. Agricole commune. Oui. Et le Rassemblement national est dans une hypocrisie absolue là-dessus. C'est-à-dire que d'un côté, ils veulent moins d'Europe, alors que nombre d'agriculteurs ont besoin des revenus de la PAC. Et il faut transformer la PAC parce que la PAC a plein de défauts et notamment, elle encourage l'agrandissement des exploitations là où on devrait au contraire soutenir les petites exploitations. Elle devrait trouver d'autres revenus aux agriculteurs, des revenus écosystémiques, ce qu'elle ne fait pas. Bon, très bien. Maintenant, le Rassemblement national, là, essaye d'utiliser cette colère. Moi, j'ai l'impression d'avoir des espèces de vautours qui tournent autour de personnes qui sont exsangues financièrement. Sur les petits agriculteurs. Ce sont des vautours. Ils essayent de rattraper ça. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'au contraire, il nous faut une Europe qui protège les agriculteurs aussi et qui n'encourage pas, au niveau européen, l'industrialisation de l'agriculture parce que vous avez raison. Aux Pays-Bas, en Allemagne, dans différents pays d'Europe, il y a une intensification de l'agriculture qui nous conduit dans le mur. Donc vous avez raison là-dessus. Il faut que nous transformions l'Europe et c'est pour ça que nous avons besoin d'Europe. Plus d'Europe ? Nous avons besoin de plus d'Europe. Il faut plus d'Europe, mais pas une Europe... Une Europe fédérale ? Une Europe qui permette la protection de chacun et pas une Europe du commerce. On est dans une Europe des commerçants, là, aujourd'hui, on ne peut pas continuer ça. Est-ce que nous avons besoin d'une Europe fédérale ? On a besoin d'une Europe, en tous les cas, où il y ait une structure qui nous permette de gérer au niveau européen des choses. On le voit avec la crise en Ukraine, on n'a pas de voix unie en Europe. On le voit avec la crise du Proche-Orient, on n'a pas de voix unie en Europe. En fait, l'Europe aujourd'hui est une Europe du commerce, encore une fois, des commerçants. Ça n'est pas une Europe politique. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une Europe politique. Oui, il y a une Europe culturelle, il y a une Europe qui existe mais quand même. Culturelle, prenons l'Europe culturelle. Erasmus, par exemple, le programme Erasmus a été le premier programme attaqué par la diminution des financements du budget européen. Erasmus, ça permet à des jeunes d'aller découvrir un autre pays pendant une année ou pendant au moins 6 mois. Durant ces études, c'est absolument essentiel. Est-ce que vous comprenez, je reviens à un autre sujet d'actualité, est-ce que vous comprenez que les pêcheurs bretons ou les pêcheurs du sud-ouest soient obligés de rester à quai pendant 1 mois, tout ça pour préserver les dauphins ? Non, mais je me mets à leur place. Mais bien sûr que c'est compliqué pour eux. Vous voulez aller pêcher et on laisse votre bateau à quai. Mais bien sûr que c'est compliqué pour eux. Parce qu'on vous dit, il y a des dauphins à préserver. Bah oui, mais il y a des dauphins à préserver. Mais oui, mais d'où viendra le poisson alors pendant ce temps-là ? Mais s'il n'y a pas de dauphins... Importé, donc plus cher ?
S'il n'y a pas de dauphin, il n'y a pas de poisson. Enfin, voilà, ça s'appelle l'écosystème marin et qu'en plus, il est extrêmement mis en danger par l'augmentation de la température de l'océan. Mais non, on n'importera pas. C'est pour ça qu'il faut modifier les consommations. C'est pour ça que moi, je suis absolument furieuse, mais furieuse, des députés que j'entends dans l'hémicycle qui ne veulent pas changer nos modes alimentaires. Je suis absolument furieuse quand on rit de moi quand je parle de la viande, par exemple. Si on ne change pas nos modes de consommation sur le poisson... On mange pas de poisson, on diminue notre consommation de viande et de poisson parce que sinon nous n'y arriverons pas. Et on peut se dire que il y a tel ou tel qui est en danger aujourd'hui. En fait, ce qui est en danger aujourd'hui, ce sont nos conditions de vie. Nos conditions de vie. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien oui, on a besoin de modifier nos consommations. Et là, les pêcheurs sont indemnisés à 80% de leur chiffre d'affaires. Ils devraient sans doute l'être à 100%. Ils devraient sans doute l'être à 100%. Oui. Et je sais qu'ils ne veulent pas vivre de subventions. Non. Je sais que pour eux, ils subissent ça comme une forme d'humiliation. Mais moi, je leur dis merci d'accepter cela, en fait. Merci d'accepter que les dauphins puissent se reproduire et préserver la biodiversité de nos côtes. Merci de faire ça. Merci d'accepter ça. Je sais que c'est pas facile de voir vos bateaux à quai, mais merci de le faire. Dites-moi, on a beaucoup parlé de natalité. Est-ce qu'on a trop d'enfants en France ? Non, mais on a la natalité. Les femmes font absolument ce qu'elles veulent de leur corps quand elles le souhaitent. C'est quand même bien de le redire. Le choix de faire un enfant, c'est un choix qui relève de la sphère privée, voilà. Et donc. Maintenant, cette baisse de la natalité, c'est une bonne chose ou pas ? Mais il n'y a pas de baisse de la natalité. Si. Depuis l'après-guerre, il y a une baisse de la natalité en France. Depuis l'après-guerre, il y a une baisse de la natalité, mais il n'y a pas une baisse de la natalité depuis l'après-guerre sur la planète. On est 9 milliards, on est près de 9 milliards d'humains sur Terre. Et les pics de prévision démographique disent qu'on pourrait atteindre les 12 milliards. Donc en fait, comme on vit sur une planète qui est déjà exsangue à 12 limiter milliards. Les naissances, que faire ? Non, mais la baisse, en réalité, si on est honnête, la baisse de la natalité, ça fait partie des variables qui, je vais vous dire, et ça va être choquant, mais sont rassurantes en réalité. Ça vous rassure ? Aujourd'hui, la baisse de la natalité en France vous rassure ? Mais pas en France, dans le monde entier. Dans le monde entier, on est en train de baisser la natalité. Et on n'atteindra jamais, a priori, le pic qui était envisagé dans les années 90 de 12 milliards d'êtres humains sur Terre. Mais quand on voit à quel point il n'y a pas 1 centimètre carré de cette planète qui est préservé, quand on voit que l'Amazonie est à un point de bascule, qu'on se rende compte, l'Amazonie est à un point de bascule. Elle pourrait émettre plus de CO2 qu'elle n'en absorbe. L'Amazonie, le poumon de la planète. Donc on joue à quoi là ? Alors est-ce qu'il faut encourager les Français à avoir plus d'enfants ? Est-ce qu'il faut mettre en place une politique familiale ? Déjà, on n'a pas besoin pour notre système économique d'avoir plus d'enfants. D'avoir plus d'enfants, non. On n'en a pas besoin, et je le dis qu'en tant qu'économiste. Et je le dis qu'en tant qu'économiste, je suis moi-même économiste. Oui. 63%, j'ai vu un sondage, 63% des Français sont favorables à un grand plan contre l'infertilité, la création d'un congé de naissance mieux rémunéré de 6 mois. Ah mais l'infertilité, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. Et oui, luttons contre l'infertilité. Mais d'ailleurs, dans la disparition des spermatozoïdes, les pesticides sont en jeu. Les pesticides sont en jeu. Et donc, agissons contre les pesticides, agissons contre les perturbateurs endocriniens. Et oui, ça d'accord, parce que c'est une amélioration de notre santé. Mais par contre, laissons le choix aux individus de faire ou de ne pas faire. Alors, le gouvernement prévoit un examen gynécologique obligatoire des femmes à 25 ans et un spermogramme pour les hommes à 35 ans. Moi, je suis effrayée par cette mesure, je vais vous dire. Ah bon ? Mais pourquoi ? on peut rembourser un spermogramme et on peut rembourser un examen. Remboursé. Mais là, vous dites, c'est un examen obligatoire. Ah ben c'est pas pareil. Oui. C'est pas pareil. Recommandé obligatoire, c'est vrai qu'on ne sait pas encore. C'est pas pareil. Si c'est obligatoire, vous êtes contre. Non. Si c'est recommandé, vous êtes favorable. Exactement. Si c'est remboursé, alors je suis tout à fait pour. Non, mais ce sera remboursé. Si c'est comme pour la détection des cancers à 50 ans, qu'on fasse une évaluation sur la base du volontariat et du remboursement, il n'y a pas de problème. Si c'est obligatoire, c'est très différent. Si c'est obligatoire, c'est très différent parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va obliger les personnes à vérifier leur fertilité. Ça veut dire que, par exemple, comment on fait quand c'est des personnes, je sais pas moi, qui veulent pas d'enfants ? Ça veut dire qu'on va les obliger à regarder leur fertilité et si elles n'en veulent pas, c'est leur droit de ne pas en vouloir. C'est leur droit absolu. Et en fait, moi je trouve qu'on rentre dans une société qui devient presque effrayante. C'est-à-dire, maintenant, si on est une personne gay et lesbienne, on va devoir justifier qu'on est gay et lesbienne. Quand on ne veut pas d'enfants, il va falloir qu'on justifie qu'on ne veut pas d'enfants. Mais non. Donc, qu'on vérifie la santé des personnes, ça oui. Qu'on le fasse dans le cadre du volontariat pour les personnes qui le souhaitent, aucun problème. Mais au contraire,
Au contraire, ça nous permettra d'avoir des données d'ampleur sur le niveau d'infertilité ou de fertilité. Ça, très bien. Mais qu'on n'oblige pas. Quelques mots de politique. Raphaël Glucksmann était en meeting à Bordeaux avec José Bové. C'était samedi. Il tend la main à celles et ceux qui veulent sortir du triptyque Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Vous acceptez cette main tendue ? De Raphaël Glucksmann ? Oui. Non, mais moi je voulais une liste unique aux européennes, ça n'a pas été le choix de mon parti. Maintenant il faut y aller, il faut arrêter avec ça en fait. Il faut y aller là, faut faire campagne. Mais il faut faire campagne. Non, mais il faut faire campagne. Il faut une liste commune, socialiste, écologiste. Non. Ah non. Non. Je croyais que vous étiez pour l'union à gauche. Oui, non, mais soit une union qui nous permette d'être dans le trio de tête et de jouer à égalité avec les autres, soit on ne va pas recommencer ce qu'on a déjà fait. Non, mais je sais que les écologistes adorent faire des listes avec les socialistes et évidemment ce serait la plus... Non, là maintenant on est sur une liste écologiste. Marie Toussaint est la tête de liste. Eh bien on y va et on arrête de se poser des questions. Mais on y va. Pourtant, vous étiez à une liste commune de la gauche, à une liste NUPES, c'est pas pareil en fait. Oui. C'est pas pareil. Et donc là, maintenant qu'on a décidé de faire une liste écologiste, une liste indépendante, eh bien, on y va. Et on essaye de faire les plus gros scores possibles. On essaye de lever l'abstention. On essaye de trouver un projet pour l'Europe. On essaye de lever un espoir. Les socialistes et les écologistes à se réunir très dans bien, une liste commune. Merci José de tes conseils, mais maintenant on va faire autrement. Enfin voilà. Donc vous dites non. Vous refusez cette main tendue. Oui. On est bien d'accord. L'électricité va augmenter en France. Mais voilà, comme les franchises des médicaments, comme les franchises. Non mais pour les particuliers. Ouais. C'est la honte. C'est la honte et c'est la colère. L'une des électricités les moins chères d'Europe. Non mais c'est la honte et la colère. Comme les franchises sur les médicaments vont augmenter, on tape à coups de gourdin sur la tête des pauvres tout le temps, de 50 centimes à 1 euro. Hein. Ben oui. Mais il y a plein de gens qui sont à 1 euro près. Il y a plein de gens qui sont à 1 euro près. Et on tape avec un gourdin sur leur tête en permanence. Pendant ce temps-là, il y a les revenus des super riches qui s'envolent. Pendant ce temps-là, il n'y a aucune régulation des super profits. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de surtaxe sur les surprofits. Tout va bien. Tous les intermédiaires, les entreprises de l'agroalimentaire, tous les hypermarchés peuvent augmenter, mais largement leurs profits, il n'y a pas de problème. Par contre, on va aller chercher 50 centimes sur les personnes qui déjà sont les dernières à avoir accès aux soins. Parce que les personnes qui sont à 50 centimes ou à 1 euro près, c'est celles aussi qui ne vont pas chez le médecin parce que c'est trop cher pour elles. Parce qu'elles sont les plus éloignées des soins. C'est sur elles qu'on va taper. Moi, j'en ai marre, mais vraiment, je vous le dis sincèrement, j'en ai ras-le-bol de ça. J'en ai marre qu'on tape sur les chômeurs, j'en ai marre qu'on tape sur les personnes qui bénéficient du RSA, alors que, d'ailleurs, il y a des agriculteurs qui bénéficient du RSA en complément parce qu'ils ont tellement pas de revenus que le RSA est indispensable pour eux. J'en ai marre qu'on tape sur la tête de ces gens-là et qu'on laisse les plus riches s'enrichir éhontément. C'est ça la politique d'Emmanuel Macron. C'est insupportable. C'est en train de casser notre cohésion sociale. C'est en train de casser notre société. Et notre société, ça n'est pas juste un drapeau et un hymne. Notre société, c'est un modèle d'égalité. C'est un modèle de vivre ensemble. C'est un modèle de service public. On est en train de casser les services publics. On est en train de casser tout ce qui est au fondement de notre société. Et moi, je vais vous dire, je suis mal de ça. Mais vraiment. C'est-à-dire, il y a des lois qui ont été passées à l'Assemblée nationale. Vous vous sentez mal, si je vous écoute, vous vous sentez mal en France ? Mais je me sens mal de la destruction de ce qui a fait la force de la France, c'est-à-dire un modèle social protecteur de chacun et chacune. J'ai dormi, ça c'est su, sur un trottoir avec des sans-abri. Mais bon, ça a été mal pris, Sandrine Rousseau. Oui, très bien, mais sauf que... C'est vrai que certains d'entre vous ont déjeuné ou dîné au restaurant. Alors moi, j'ai pas dîné. Pas vous, mais certains. Non, oui. mais je veux dire... Certains, oui, juste avant. Très bien. Un restaurant assez cher, d'ailleurs. Et franchement, devant les caméras, Moi, j'invite tout le monde à venir dormir par moins 5 degrés sur un trottoir pendant toute une nuit. Eh bien, je pense qu'on changerait notre regard sur les sans-abri. Aujourd'hui, il y a 300 000 personnes en France qui sont sans domicile fixe. Il y a des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. Il y a des gens qui travaillent et qui dorment sur le trottoir. C'est pas des gens qui profitent de la société. Ce sont des gens qui travaillent, qui payent des cotisations sociales et qui dorment là. Eh bien, je peux vous dire que cette nuit, à moins 5 degrés dans une tente qui était la tente que toutes les personnes sans abri peuvent avoir, eh bien,
je peux vous dire que ça me marquera à jamais et que plus jamais je ne parlerai de ces personnes sans ressentir à l'intérieur de moi le froid de cette nuit-là. Et que j'aimerais beaucoup qu'il y ait des députés qui ressentent le froid de cette nuit-là. Parce que dans ces cas-là, on changerait d'état d'esprit sur le sans-abrisme. Oui, et le 22 janvier 2007 disparaissait l'abbé Pierre. Nous sommes le 22 janvier. Merci. Qui était député. Qui était député. Merci Sandra, qui a été député. Oui, et qui dormait à la rue quand il était député. Merci Sandrine Rousseau, il est 8h58, vous êtes sur Sud Radio. Si vous voulez réagir, ce n'est pas compliqué, 0826 300 300, après les informations de 9h.